Alors, bienvenue à tous et à toutes. Nous sommes ravis de vous retrouver ce soir pour notre premier webinaire de la saison. Je suis Marine, manager des opérations, et ma collègue Samantha, coordinatrice des projets chez Nexus Santé, est présente avec nous aussi ce soir. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais prendre quelques minutes pour reconnaître et rendre hommage aux peuples autochtones, qui sont les gardiens traditionnels des terres sur lesquelles nous nous réunissons aujourd'hui. Moi, je me trouve pour ma part sur les terres Mohawk et Haudenosaunee. Alors, même si nous sommes réunis de manière virtuelle, donc chacun de vous dans des espaces respectifs, il est important de se rappeler que chaque parcelle de cette terre a une histoire. Et cette histoire est façonnée par les ancêtres et les communautés autochtones qui y ont prospéré depuis des millénaires. Alors, cette reconnaissance n'est pas seulement un geste de respect, mais c'est aussi une invitation à réfléchir profondément sur la richesse culturelle, le savoir ancestral et la sagesse que les peuples autochtones apportent à notre monde. Leur connexion intime à la terre, aux éléments et au cycle naturel nous offre une leçon précieuse sur la durabilité et l'harmonie, surtout en ces temps difficiles. Alors nous reconnaissons que le chemin vers la réconciliation est un voyage continu, nécessitant une écoute attentive, une compréhension profonde, ainsi que des actions concrètes. Je souhaiterais que cette présentation soit un moment pour célébrer la diversité de nos voix, de nos perspectives, tout en honorant les fondations mêmes de cette terre sur laquelle nous avons la chance de nous exprimer. Merci. Alors, Nexus Santé, en quelques mots, nous sommes un organisme à but non lucratif en Ontario, dont la mission est de promouvoir la santé. Notre projet Petite Enfance en Santé, qui donc propose ce webinaire ce soir, soutient les familles francophones de l'Ontario. Nous développons chaque année des webinaires et des balados et finançons aussi des groupes de soutien dans la province. Tous nos webinaires de l'année dernière sont disponibles sur notre site internet petiteenfance.ca et nos balados sont disponibles sur Spotify ainsi que sur notre application Parenthèse qui est, elle, disponible sur Apple et Android. Sur l'application Parenthèse, vous allez pouvoir retrouver toutes les activités que nous proposons dans le cadre de notre projet Petite Enfance. Par ailleurs, nous allons bientôt lancer une communauté de pratique sur Facebook, dont le nom est Parents francophones de l'Ontario, ressources et informations pour enfants. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à nos newsletters pour recevoir les informations sur toutes les différentes activités que nous proposons. Je suis donc ravie ce soir de laisser la parole à notre intervenante, Audrey-Anne, qui est donc candidate au doctorat recherche en psychologie à l'Université de Montréal. Audrey-Anne souhaite promouvoir une bonne santé mentale chez les enfants et les adolescents par le biais de sa recherche. Son projet doctoral porte sur un sujet qu'elle affectionne particulièrement, l'anxiété et la performance en milieu scolaire. Elle a notamment créé plusieurs initiatives de transfert de connaissances pour mieux outiller les jeunes, leurs parents et les intervenants pour faire face au stress et à l'anxiété. Audrey-Anne, je te laisse donc la parole. Merci Marine, je vais partager mon écran. Alors bonjour tout le monde, merci infiniment d'être présente et présent ce soir. Donc je suis vraiment heureuse de pouvoir venir vous parler du stress et de l'anxiété à la petite enfance aujourd'hui. Vous allez voir au courant de la présentation que, en fait, le stress à la petite enfance passe énormément par ce qu'on appelle les figures d'attachement, qui souvent, en fait, va être les parents, donc, ou les éducateurs, éducatrices aussi à la garderie, par exemple. Donc, tout au travers de la présentation, bien sûr, je vais vous parler du stress des tout-petits, mais aussi d'informations qui peuvent vous aider en tant que professionnel ou en tant que parent à gérer votre stress d'adulte, puisque le stress des tout-petits passe beaucoup aussi par le vôtre et que vous êtes comme la principale personne pour pouvoir les aider. Donc, on commence tout de suite, en fait, par définir c'est quoi le stress. Il faut revenir à la base parce qu'on a souvent l'impression, en fait, on l'aborde souvent sous un angle négatif, puis c'est vrai que le stress peut avoir des conséquences négatives. On va y revenir un peu plus tard. Mais en fait, le stress, c'est vraiment juste une réaction puissante que notre corps va produire pour s'adapter ou réagir face à toute situation qui se produit dans notre environnement qui pourrait représenter une menace à notre équilibre. Donc, ça peut être une menace à notre survie, mais aussi juste à notre équilibre de température, par exemple, ou notre bien-être. Donc, si on retourne aux sources, là, le stress en soi, c'est pas négatif, au contraire, même c'est sain et adaptatif.
Puis c'est vraiment un processus qui est complexe parce qu'il implique des composantes génétiques, dans le cerveau aussi par rapport aux réseaux neuronaux. Il y a des composantes biologiques, psychologiques, sociales, puis c'est vraiment aussi un phénomène qui peut varier entre les différentes cultures. Ce qui est important de comprendre, c'est que c'est nécessaire à la survie, comme vous pouvez vous le douter avec la définition que je viens de présenter. Donc, on ne pourra jamais vraiment se débarrasser du stress. Donc, ni en tant qu'adulte, ni les tout petits. Ça fait partie de notre vie, puis c'est présent dès la naissance, là. Donc, oui, l'enfant va avoir tout le processus complexe que je viens de décrire va évoluer au fil de son développement, puis son environnement social aussi va changer, mais c'est vraiment quelque chose qui est présent dès la naissance, puis dont on a besoin pour survivre. Donc, voici là, les 4 grandes étapes, dans le fond, du processus de stress. Ce qui se passe dans la tête d'un tout petit ou bien dans la tête d'un adulte, c'est qu'il va y avoir au début une détection de menace. Donc, il faut d'abord quelque chose qui déclenche notre réaction de stress. Donc, il faut détecter une menace à laquelle on doit réagir. Ensuite, on doit préparer notre corps à faire face à cette menace-là. Puis, en troisième temps, on y réagit et on revient normalement à l'équilibre où on peut récupérer de cette réponse de stress-là, puis du stresseur qu'on aura affronté. Donc, à chacune de ces 4 parties-là, il y a différentes parties du cerveau de l'enfant qui vont être impliquées, puis qui vont aussi se développer au fil des années, dès la naissance. Donc, on va commencer par parler de la détection de la menace. Le cerveau de l'enfant, comme celui de l'adulte, il est programmé là, pour détecter tout un stimulus qu'on va aussi appeler stresseur ou menace ou défi. C'est des synonymes qu'on peut un peu interchanger. Donc, notre cerveau est vraiment programmé, puis celui de l'enfant aussi, pour détecter tout ce qui peut nuire à son équilibre physique ou psychologique. Puis, c'est une structure spéciale dans le cerveau qui s'appelle l'amygdale, donc pas celle qu'on a dans la gorge, mais bien celle qu'on a dans le cerveau qui porte le même nom, qui va être responsable de détecter ces menaces-là. Donc, l'amygdale, c'est vraiment comme le système d'alarme dans la maison qui va sonner lorsqu'il va y avoir de la fumée dans la maison pour le détecteur de fumée, en fait. Donc, c'est vraiment lui qui détecte la fumée ou les stresseurs. On peut alors se poser la question à quoi va réagir l'amygdale? Donc, qu'est-ce qu'elle va détecter? C'est quoi les causes du stress, tant chez les enfants que chez les adultes? Donc, on peut les regrouper dans 2 catégories. Fait que tous les stresseurs vont varier soit en fonction de leur nature, qu'on dit absolue ou relative. Donc, j'y reviens dans 2 secondes. Et aussi en fonction de la temporalité. Donc, est-ce que c'est quelque chose de soudain, de ponctuel, de passager, ou bien c'est quelque chose qui va durer plus longtemps ou qui va se produire à un autre moment? Pour en revenir à la nature absolue ou relative des stresseurs, dans la première catégorie, on va parler de stresseurs absolus. Donc, c'est lorsque le cerveau détecte un stresseur qui va vraiment menacer soit la survie ou l'équilibre du corps de tous les êtres humains ou de tous les enfants. Donc, peu importe on est qui, ce stresseur-là peut menacer notre équilibre puis causer une réponse de stress, peut être une cause de stress. Donc, on parle ici soit de stresseurs internes, comme l'hypoglycémie, par exemple, manquer de sucre, le fait d'avoir de la douleur aussi à l'interne, faire ses dents, par exemple. Mais ça peut aussi être des stresseurs externes tels que la température. Donc, un bébé qui va être placé dans une pièce très froide ou trop chaude va aussi pouvoir ressentir du stress. Dans un deuxième temps, en fait, chez les tout petits, surtout là, les nouveau-nés, ça va beaucoup passer, le stress va beaucoup être dû à des stresseurs absolus comme ça. Puis plus l'enfant se développe, plus il va y avoir un aspect plutôt psychologique d'interprétation des stresseurs. Donc, c'est à ce moment-là qu'on parle de la deuxième grande catégorie de stresseurs qu'on dit stresseurs relatifs. On dit relatif parce que ça va dépendre justement de chaque personne, comment son cerveau interprète la situation. Donc, c'est une situation qui représente potentiellement un danger. Puis il y a beaucoup la notion d'interprétation. En fait, dès qu'une situation comporte un des 4 ingrédients du stress qui sont présents à l'écran, dont je vais parler, ça peut causer une réponse de stress chez un enfant. Donc, dès que l'enfant a l'impression de manquer de contrôle, il peut vivre du stress. Dès qu'il vit quelque chose d'imprévisible, donc qu'il n'avait pas pu voir venir à l'avance, ça peut être stressant aussi.
dès qu'il y a un élément dans une situation qui est nouveau, des fois, c'est pas la situation au complet qui est nouvelle, mais juste un élément. Donc, par exemple, il va à la garderie comme tous les matins, mais ce matin-là, c'est pas la même éducatrice. Ça aussi, ça peut représenter une situation stressante pour lui. Et aussi une situation qui va venir menacer l'ego. Ça, c'est un élément du stress qui va être un peu plus présent chez les enfants à partir, plus vieux en fait, là, c'est moins chez les 0-4 ans, mais ça aussi, c'est un élément qui peut être stressant. Donc, quand je dis ego menacé, c'est notre valeur ou notre valeur est remise en question, on a l'impression qu'on est jugé par les autres. Donc, plus le cerveau se développe, plus l'enfant va réagir à différents types de stresseurs d'ordre plutôt relatif. Maintenant, donc, l'amygdale dans le cerveau a détecté qu'il y avait une menace, un défi, un stresseur, et là, il se produit une panoplie de manifestations dans le corps pour préparer l'enfant à réagir face à ce stresseur-là. On compte 3 grands types de manifestations. Les premières, c'est les aspects plutôt biologiques. Donc, il va y avoir une cascade d'hormones de stress qui inclut, je pense qu'il y a plusieurs professionnels là, dans l'assistance, donc c'est peut-être des hormones dont vous avez déjà entendu parler, mais notamment le cortisol, l'adrénaline, la noradrénaline. Donc, c'est toutes des hormones qui vont être sécrétées dès que le cerveau perçoit une menace. Puis, l'objectif de ces hormones-là, c'est vraiment de produire une énorme quantité d'énergie en une fraction de seconde pour qu'on puisse réagir face au stresseur. Puis là, depuis tantôt, je dis réagir face au stresseur, mais justement, l'autre type de manifestation de stress, c'est les comportements. Donc, on a besoin d'une grande quantité d'énergie pour affronter le stresseur. Donc, il y a 2 choses qu'on peut faire dans ce temps-là. Soit on le fuit, soit on le combat. Puis pour faire ces 2 choses-là, on a besoin de beaucoup d'énergie. Puis le 3e type de manifestation qu'on va pouvoir ressentir, c'est des émotions ou des pensées. Donc, la réponse de stress va pouvoir générer toutes sortes d'émotions. Puis, parmi les plus fréquentes, on retrouve la peur ou l'anxiété. Donc, on va passer quelques instants pour faire des distinctions ici. Donc, le stress, c'est vraiment comme la réponse du corps à un stresseur. Puis maintenant, dans les émotions de peur ou d'anxiété, un enfant va ressentir de la peur quand c'est vraiment conscrit dans le temps. Donc, il y a une situation courte là, qui est présente maintenant devant lui dont il a peur. La peur se distingue aussi un petit peu du stress parce que la réponse typique qu'on va pouvoir observer, c'est plutôt une réponse de freeze ou de figé. Donc, contrairement au stress qui va promouvoir la fuite ou le combat, donc affronter le stresseur, quand on a peur de quelque chose, là, vraiment, on va plus avoir tendance à figer. Donc, un enfant qui est curieux et qui regarde partout, puis soudainement, son regard fige, bien là, ça peut être aussi un signe de peur. L'autre émotion qui peut être générée, c'est de l'anxiété. Donc, l'anxiété va... Je reviens dans un instant. L'anxiété va être peut aussi être générée par le stress. Puis, ça non plus, si on va voir, c'est pas nécessairement négatif en soi, l'émotion d'anxiété, tout comme n'est pas l'émotion de peur non plus. Là, chaque émotion, en fait, a sa fonction importante. Mais l'anxiété, contrairement à la peur, ça va être en réponse à quelque chose qui est anticipé. Donc, c'est lorsque l'enfant pense que plus tard, il va se produire peut-être quelque chose qui va le mettre en danger ou l'insécuriser, ou bien qu'il sait que quelque chose va se produire, mais c'est pas tout de suite, c'est pas dans le moment présent, c'est quelque chose qui est à venir. Puis là, je fais une petite parenthèse principalement sur l'anxiété, justement pour vous expliquer dans quel cas c'est sain de vivre l'anxiété, puis dans quel cas ça peut devenir plutôt un problème, puis où on devrait s'inquiéter, puis aller chercher de l'aide, en fait. Donc, il y a on a tendance à amalgamer l'anxiété pour parler souvent de l'aspect justement plus problématique, mais il ne faut pas oublier que c'est aussi une émotion qui est saine et utile, puis surtout lorsqu'elle est passagère. Donc, un enfant qui vit une transition, par exemple, entre aller à la maison puis la garderie, c'est tout à fait normal durant cette période de transition-là qu'il va ressentir plus de stress puis d'anxiété. Mais s'il y a un retour à la normale après quelques temps, il n'y a aucun souci, c'est absolument normal. Il y a aussi des enfants qui vont avoir tendance plus que d'autres à vivre l'anxiété. Donc, on va parler qu'ils ont peut-être une personnalité un peu plus anxieuse, ce qu'on appelle dans notre jargon scientifique un trait anxieux. Donc, c'est vraiment juste que le cerveau de ces enfants-là a tendance à avoir plus de drapeaux rouges que celui d'un autre enfant qui n'aurait pas nécessairement une personnalité anxieuse. Donc, ça, c'est quand même aussi assez fréquent. Puis, c'est pas non plus inquiétant en soi. Là où ça commence à devenir inquiétant, l'anxiété,
C'est vraiment lorsque ça prend des proportions démesurées, si on veut, donc que ça cause une grande détresse à l'enfant pendant une longue période de temps. Donc, il y a vraiment l'aspect temporel qui est important à prendre en compte ici. Puis, ça va soit causer une détresse significative ou bien aussi nuire à son fonctionnement ou au fonctionnement de la famille. Donc, évidemment que si un enfant vit tellement d'anxiété qu'il manque d'appétit pendant une longue période de temps, ou de sommeil, par exemple, ben là, à ce moment-là, on peut s'inquiéter, puis c'est important d'aller chercher de l'aide. Mais c'est quand même important de savoir que c'est quand même plus rare. Donc, quand on parle de l'anxiété en général chez les enfants, la plupart du temps, on ne va pas nécessairement parler de quelque chose qui est problématique. Puis, c'est vraiment lorsque c'est problématique où on peut aller chercher de l'aide. Donc, si vous avez des questions, on pourra en reparler aussi à la fin du webinaire. Moi, ma spécialité, c'est plus sur l'anxiété dite normative, entre guillemets, donc qui peut être présente et observable chez tous les enfants en fonction des différentes phases de vie et transitions et événements qui se produisent. Donc, je reviens au stress, mais vous aurez compris que peu importe que l'enfant vive du stress ou de l'anxiété, en fait, ou de la peur, là, souvent, c'est le même genre de manifestation qu'on va pouvoir observer. C'est juste des nuances là, dans les émotions qui vont être ressenties, puis dans les pensées des fois. Mais au niveau de ce que vous pouvez observer, ça se ressemble énormément. Donc, on parle souvent chez les tout-petits de mots physiques. C'est beaucoup plus physique que psychologique, contrairement aux adultes. Donc, les maux de tête, les étourdissements, les maux de ventre. J'entends souvent cette histoire classique-là d'un parent qui s'inquiète parce que son enfant a mal au ventre à la maternelle, par exemple, puis là, va consulter un médecin de famille pour finalement réaliser que c'était de l'anxiété. Donc ça arrive quand même assez fréquemment. Souvent, on n'associe pas les maux de ventre avec l'anxiété parce que aussi, ça peut être lié à plein d'autres problématiques de santé, mais ça peut aussi simplement s'expliquer par un enfant qui vit de l'anxiété parce qu'il est en train de s'adapter à une situation nouvelle ou stressante pour lui. Donc, il y a ça, il y a le fait d'avoir, comme j'en ai glissé un mot précédemment, mais manquer d'appétit ou trop manger, ou bien à l'inverse, ou bien avoir des difficultés à s'endormir ou à dormir, donc des réveils fréquents, surtout quand c'est un changement par rapport au fonctionnement de l'enfant que vous connaissez. Donc, c'est surtout à ce moment-là qu'on peut détecter qu'il y a peut-être un petit peu d'anxiété, c'est lorsque ça change. Des enfants qui vont avoir tendance aussi à s'accrocher à leur caregiver. Leur caregiver, j'ai mis le terme en anglais parce qu'en français, on le traduit par figure d'attachement, qui est comme un peu plus long, mais donc c'est vraiment l'adulte qui prend soin de l'enfant dans ses premières années de vie. Souvent, ça va être le parent. Ça peut être aussi un autre adulte qui est important ou un éducateur, éducatrice, par exemple, à la garderie. Donc, quand un enfant va avoir le réflexe de s'accrocher au caregiver, ça peut aussi indiquer un peu de stress ou d'anxiété. Des pleurs, donc surtout chez les nouveau-nés, si c'est son pouce aussi, un enfant qui est joyeux et qui soudainement devient irritable, donc un changement au niveau de pas de la personnalité, mais de l'humeur, ça peut aussi être un indicateur de stress ou d'anxiété. Donc, une fois que l'enfant a détecté une menace, que son corps est tout prêt pour pouvoir réagir face à cette menace-là, mais maintenant, on va parler de c'est quoi justement la réaction de stress. Est-ce que le stress est toujours mauvais? Je vous ai déjà dit que non, mais en fait, lorsque le stress est dans une intensité qui est tolérable pour l'enfant, ça peut aussi lui permettre justement de relever des défis. Il y a plein de choses qui se passent dans son corps, dans son cerveau, qui vont lui permettre de se concentrer sur le défi à venir, puis de vraiment comme mettre toute son énergie là-dessus pour pouvoir le relever. Donc, non, c'est pas toujours mauvais, mais oui, parfois, ça peut aussi l'être, puis c'est surtout très désagréable à vivre, là, toutes les manifestations qu'on a vues dans la diapositive précédente. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que des fois, le même genre de stresseur pour un enfant va pouvoir être bénéfique, puis d'autres fois être plutôt négatif, puis lui nuire? Mais c'est toute une question d'interprétation. Puis chez les tout petits, en fait, leur cerveau n'est pas encore tout à fait développé pour faire ces interprétations-là. Par contre, en tant qu'adulte, c'est nous qui allons les faire pour lui. Donc, c'est pour ça que je trouvais important de vous présenter cet aspect-là du stress aujourd'hui. Donc, notre cerveau a détecté un stresseur, puis là, on va avoir une réponse de stress. Mais selon l'interprétation de l'enfant, donc selon l'évaluation qu'il va faire de est-ce que j'ai assez de ressources pour faire face au stresseur-là, donc
Le stresseur, il me demande de faire certaines choses. Par exemple, ça, dans le fond, parler, s'il y a un changement de la maison, je reprends l'exemple de commencer la garderie, de devoir interagir avec des nouveaux amis, etc. Est-ce que les demandes que ce stresseur-là ont sont plus grandes que les ressources que je pense être capable d'avoir pour y faire face? Si oui, ben, à ce moment-là, on va avoir un type de réponse de stress qu'on dit défi. Puis si on sent que les demandes du stresseur sont plus grandes que ce qu'on est capable de faire, ben là, on va avoir un type de réponse de stress plutôt de type menace. Donc, la différence entre les deux, c'est que si on perçoit qu'on est capable d'y faire face, notre corps va envoyer une plus grande quantité d'hormones de stress, mais ça va aussi revenir à l'équilibre plus rapidement. Donc, c'est comme si on va avoir une réponse de stress plus intense, mais qui va durer moins longtemps. Puis c'est là que ça va nous procurer plein d'avantages, tous les avantages dont on parlait tout à l'heure, donc d'être plus concentré sur le stresseur. On va même avoir une masse musculaire, pas une masse musculaire, pardon, une force musculaire plus grande si on a besoin justement de s'enfuir ou de se battre. Donc, il y a plein d'avantages comme ça, mais si on perçoit qu'on ne sera pas capable d'affronter le stresseur, c'est comme si notre corps se met déjà en mode protection et réparation. Donc, le sang dans notre corps ne va pas être envoyé dans nos muscles, il va être plus envoyé vers le corps, vers le centre du corps pour anticiper là, des potentiels dans blessures qui pourraient se produire. Puis c'est surtout quand on a des réponses de stress de type menace que ça va être nuisible ou que ça va mener à des conséquences négatives pour nous ou pour l'enfant. Donc ça, c'est dans un premier temps. Mais dans un deuxième temps, l'enfant va aussi interpréter les signaux de stress. Donc, au moment où il ressent du stress, il va aussi y avoir une interprétation qui n'est pas consciente. Là. Tout ça est inconscient. Est-ce que ces signaux de stress-là, est-ce que le fait que je ressente du stress en ce moment, ça va m'aider ou bien ça va être plutôt quelque chose qui va me nuire? Puis, à son tour, cette évaluation-là va pouvoir rechanger le type de réponse de stress physiologique qu'on ressent. Donc, je vous raconte tout ça parce que, comme je vous ai dit, ça va beaucoup passer par le parent à cet âge-là, puis le parent ou les adultes, en fait, là, autour de l'enfant. Puis souvent, c'est que si, en tant qu'adulte, on a le réflexe de dire, par exemple, ah, stresse pas avec ça, ça va aller, ou bien dès que l'enfant démontre certains signaux de stress ou d'anxiété, de tout de suite lui dire, lui envoyer le message même inconsciemment qu'il doit ne pas les ressentir ou il devrait les diminuer. Mais l'enfant peut justement apprendre que, ah, OK, c'est parce que ce que je ressens en ce moment, c'est pas une bonne chose, il faut pas que je ressente ça. Alors que c'est inévitable de vivre du stress dans toutes sortes de situations, puis que c'est aussi un moteur, puis quelque chose qui va nous pousser à relever des défis. Donc, c'est vraiment important de juste prendre conscience en tant qu'adulte de ces messages-là qu'on peut envoyer aux enfants. Puis des fois, désolée, j'ai oublié de changer de diapositive. Donc, des fois, c'est juste de changer là, des phrases qu'on a tendance à dire. Donc, OK, t'es stressé ce matin, c'est normal, c'est ta première journée à la maternelle. C'est parce que c'est important pour toi, tu veux que ça se passe bien, mais inquiète-toi pas, ton mot de ventre ou ton cœur qui bat vite en ce moment, c'est aussi des signaux que ton corps est en train de travailler avec toi, puis pour toi, pour que la journée puisse bien se passer. Donc, simplement l'interprétation de notre façon, la paire de lunettes avec laquelle on aborde le stress, ça peut vraiment avoir un effet tant sur notre réponse physiologique que nos comportements, puis que les émotions qui vont en découler également. Donc ça, c'est vraiment un nouveau pan de recherche là, sur le stress qui est sorti dans les 10 dernières années que je trouvais super important de vous partager. Puis ces croyances-là, donc positives ou négatives par rapport à notre stress, se construisent au travers de nos vies, des expériences qu'on vit. Puis bien sûr qu'on va toujours, tout le monde a vécu des moments dans lesquels leur stress ou leur anxiété leur ennuie, puis ça va continuer d'arriver, mais ça peut aussi bien se passer, puis tout le monde a aussi déjà vécu des moments dans lesquels cette petite excitation-là avant d'affronter un défi leur a été super utile. Donc, c'est juste de nuancer les deux aspects. Maintenant, la question c'était est-ce que le stress est bon ou mauvais? Ça dépend pas juste de nos évaluations, ça dépend aussi de l'intensité de ce stress-là qu'on ressent. Donc, c'est certain que toutes les manifestations de stress sont désagréables à vivre, puis évidemment, il faut apprendre à les tolérer un petit peu, mais lorsqu'elles sont trop intenses, il y a plein de choses qu'on peut mettre en place pour les ramener à un niveau plus tolérable. Puis, chez les enfants, mais c'est beaucoup par le parent que tout ça se passe. Donc, en anglais, on dit du stress coping. En français, c'est traduit par stress adaptation, adaptation au stress.
mais ça me semble moins parlant. Donc, souvent, j'ai tendance à écrire quand même stress coping. Mais bref, ce qui est important de comprendre, c'est qu'à chaque phase du développement de l'enfant, il va y avoir de nouvelles stratégies qui vont lui être accessibles pour gérer son stress, même si, et de plus en plus, ça va de moins en moins passer par le parent, mais à la petite enfance, vraiment, c'est presque entièrement par le parent. Donc, je vous montre ce qui se passe à presque par tranche d'1 an. Donc, chez les nouveau-nés, évidemment, leur seul moyen de s'assurer que le stresseur soit géré, c'est de pleurer pour indiquer à leur caregiver qu'il y a quelque chose qui se passe, puis pour que le caregiver puisse les aider à gérer ce stresseur pour eux. Donc, c'est vraiment le seul moyen dont disposent les nouveau-nés, c'est de pleurer. Puis ce qui devient difficile en tant que parent, c'est que ben on ne sait pas pourquoi ils pleurent. Hein? Des fois, ça peut être juste parce qu'ils ont faim, ils ne se sentent pas bien. Dans le fond, peu importe leurs émotions, leur seule façon de les communiquer avec nous, c'est de pleurer. Mais dès 1 an, les enfants commencent à être capables parfois de au moins identifier, ben pas identifier, mais de pointer, de préciser au caregiver c'est quoi leurs besoins ou le stresseur. Donc, soit par balbutiement, commencer à dire des mots, ou bien en pointant ce qu'ils ont besoin. Tu sais, ça peut être comme un toutou pour avoir du réconfort, par exemple, ou de la nourriture. Donc, dès l'âge d'1 an, sans être très impliqués dans la gestion du stress, ils sont capables au moins de préciser c'est quoi leurs besoins. Dès l'âge de 2 ans, ce qui se rajoute, c'est que l'enfant va être un peu plus capable de participer avec le parent de participer à la gestion du stress en cherchant activement le soutien du parent. Donc, c'est typiquement là, comme à cet âge-là où les enfants vont vouloir vraiment comme être dans nos bras ou qui vont s'accrocher à nos jambes, par exemple, lorsqu'il y a quelque chose les stresse. De 2 à 5 ans, l'enfant va déjà commencer, à cause du développement de son cerveau, à être capable d'interpréter les stresseurs, puis même des fois à initier des stratégies par lui-même. En fait, souvent, les enfants sont instinctivement, ils savent quoi faire pour diminuer l'intensité de leur stress puis se sentir un peu mieux. Mais souvent, là, ils ont quand même besoin de l'aide des adultes, soit pour leur faire des rappels de de ce qui leur font du bien dans ce temps-là, ou pour leur proposer des nouvelles stratégies. Pour aussi, tu sais, tout rationaliser. En fait, ce qui se passe, c'est qu'à la toute petite enfance, là, la partie à l'avant de notre cerveau, le lobe frontal, n'est pas du tout développée suffisamment encore pour être capable de relativiser puis de réfléchir de façon rationnelle au stresseur. Donc, c'est vraiment le parent qui doit le faire à leur place. Ensuite de ça, un peu plus tard, là, au courant de l'enfance, ben là, ils vont commencer à pouvoir changer les interprétations. Donc, si par exemple, ils ont vécu une réponse de stress parce qu'ils ont interprété qu'une situation était menaçante, par exemple, justement, on dirait que là, je prends tout le temps les mêmes exemples depuis tantôt, mais qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Ah, la naissance d'un petit frère ou d'une petite sœur, justement. Ça peut être quand même quelque chose de stressant pour un tout petit, mais à cet âge-là, il va être peut-être capable déjà de changer un peu avec l'aide du parent son interprétation de la situation. Puis plutôt que de voir ça comme une menace, il va peut-être être justement capable de plus se voir comme quelque chose de positif, qui va aussi lui apporter beaucoup d'autres amours, qui va lui apporter un frère, une sœur avec qui il va pouvoir jouer, donc un ami éventuellement, etc. Puis c'est aussi à partir de cet âge-là où la gestion du stress va commencer tranquillement pas vite à s'étendre aussi aux amis. Donc, ça ne sera plus juste le rôle du parent, il va aussi aller chercher du soutien social auprès des amis. Mais le rôle du parent est quand même absolument essentiel durant cette période-là. Puis, plus le parent a une bonne relation d'attachement avec l'enfant, donc une relation d'attachement, c'est juste dans le fond la qualité des soins que le parent va procurer à l'enfant, mais plus les soins vont être de qualité puis que la relation va être bonne, plus le parent va avoir un effet bénéfique sur le stress de son enfant. On parle ici souvent en psychologie d'attachement sécurisant versus insécurisant ou sécure puis insécure. Donc, lorsque l'enfant a un attachement sécure avec son parent, c'est qu'il se sent en sécurité. Il a confiance pleinement en son parent pour prendre soin de lui puis répondre à ses besoins. Donc, il va se sentir capable d'aller justement explorer le monde plus qu'un enfant qui peut pas avoir confiance en son parent parce que, par exemple, il peut être non disponible pour
plein de raisons de santé ou des choses qui se passent dans leur vie qui font en sorte que le parent n'est pas toujours en mesure de répondre à ses besoins ou que la plupart du temps, il ne peut pas y répondre. Donc, à ce moment-là, ça crée plus un attachement insécure. Puis, dans les enfants qui ont ce genre de relations-là vont évidemment ressentir beaucoup plus de stress puis d'anxiété que les enfants qui ont un attachement sécure. Quand la relation entre le parent et l'enfant est de bonne qualité, ben, les études montrent aussi que le parent joue un effet tampon. Donc, en présence d'un stresseur, les enfants qui ont une bonne relation avec leurs parents vont vivre moins de stress. Donc, les hormones de stress qui sont produites dans le corps vont être moins importantes qu'un enfant qui a une moins bonne relation avec son parent. Et finalement, la dernière étape de ce processus de stress, c'est de récupérer le retour à l'équilibre qui est super important. Donc, dans la majorité des stresseurs que l'on rencontre au quotidien, on va avoir une réponse de stress qu'on dit aiguë parce qu'elle est passagère. Hein? On réagit, il y a quelque chose qui se passe, on réagit et ensuite, c'est fini, on passe à d'autres choses. Mais qu'est-ce qui se passe si la menace ne peut pas être gérée? Donc, si l'enfant est dans une situation où il vit du stress qu'on va dire plutôt chronique. Donc, le stresseur fait en sorte qu'il ne peut pas revenir à l'équilibre, il va toujours continuer à produire, son corps va toujours continuer à produire des hormones de stress parce que l'environnement est soit adverse, donc ça peut être par exemple un peu, mais à la petite enfance, c'est moins, c'est pas ça, là, mais chez les un peu plus vieux, ça peut être par exemple de l'intimidation, s'il y a de la violence à la maison ou des conflits, ce genre de choses-là, de la malnutrition, donc puis ça dure vraiment pendant une longue période de temps. À ce moment-là, il n'y a pas de retour à l'équilibre possible. Puis, vraiment, c'est la partie du stress qui peut être nuisible pour le développement de l'enfant, puis qui peut amener aussi à plusieurs maux ou problèmes de santé. On parle alors de stress toxique. Puis, il va y avoir différentes conséquences chez les tout-petits en fonction de l'âge auquel ça se produit. Parce que le cerveau ne se développe pas à la même... toutes les régions du cerveau, en fait, ne se développent pas au même moment de la vie d'un enfant. Puis, les hormones de stress ont la particularité qu'ils sont capables de remonter au cerveau, contrairement à d'autres molécules de notre corps. Et ils sont capables d'aller se fixer à différentes parties de notre cerveau, puis nuire à leur bon développement, dans le fond. Donc, ils vont comme ces structures-là, si l'enfant a vécu beaucoup de stress durant la phase de développement de chacune de ces structures-là, ça peut affecter le développement. Mais ça va avoir des conséquences différentes. Donc, ce que les études montrent, par exemple, c'est que un stresseur chronique qui est vécu à l'âge de 0 à 2 ans, ça peut avoir comme effet de jouer aller affecter, dans le fond, le bon fonctionnement de la mémoire chez l'enfant, parce que durant cet âge-là, c'est l'hippocampe, une structure du cerveau qui est responsable de la mémoire, qui est en train de se développer. Après 2 ans, elle est pas mal développée, donc s'il y a un stress chronique qui est vécu, ça va être moins cette structure-là qui va être affectée, ça va être plus l'amygdale, justement jusqu'à 12 ans et même après 12 ans, là, donc des stresseurs importants vécus sur une longue période de temps peuvent nuire au développement de l'amygdale. Ça peut faire en sorte que, vu que c'est la structure qui est responsable de détecter les menaces, ça peut justement créer des jeunes plus anxieux à la longue parce qu'ils vont avoir tendance à être des super détecteurs de menaces, puis peut-être à réagir de façon disproportionnée face aux stresseurs qui se présentent à eux au quotidien. Finalement, ben, à partir de 8 ans, il y a le lobe frontal, donc la structure qui est responsable de relativiser, de vérifier, OK, est-ce que c'est justifié qu'en ce moment je vive du stress? Est-ce que c'est vraiment une menace ou est-ce que c'est plutôt un défi? Bon, mais cette structure-là qui est responsable de tout ça, elle se développe à partir de 8 ans, puis elle finit de se développer même jusqu'à l'âge de 27 et même les dernières études disent 29 ans. Donc, un stresseur vécu à la fin de l'enfance, puis à l'adolescence et au début de l'âge adulte, là, un stresseur chronique va potentiellement plutôt aller affecter ces fonctions-là, les fonctions qui sont organisatrices de notre vie, planificatrices, celles qui nous permettent de réfléchir, puis d'être plutôt rationnels. Donc, c'est pour ça que en fait, c'est surtout à cause du stress chronique qu'on parle des effets négatifs du stress, puis c'est super important aussi d'essayer de diminuer le plus possible l'exposition des enfants au stress chronique parce que c'est vraiment lui qui va être néfaste. Donc, la dernière partie de la présentation, c'est sur comment on peut aider nos enfants ou les enfants de vos clients à, gérer leur stress ou à être mieux au quotidien. Donc, la première chose qui est vraiment importante, c'est d'offrir un environnement sain.
Donc, il y a 3 besoins là, psychologiques des enfants. Je pense qu'il y a un webinaire précédemment de Nexus Santé, justement, qui a été fait sur la question, si ça vous intéresse d'aller le réécouter. Donc, il y a le besoin de l'autonomie, le besoin de chaleur et le besoin de structure. Donc, un enfant, pour bien se développer, va avoir besoin d'un parent ou d'un autre adulte qui est chaleureux, donc qui lui offre du réconfort lorsque quelque chose ne va pas, mais il va aussi avoir besoin d'une structure. Donc, c'est important d'avoir des règles puis une certaine constance à la maison. Et il va aussi avoir besoin qu'on soutienne son autonomie. Donc, ce que ça veut dire, c'est plutôt que de faire les choses à sa place, en fonction de son développement, c'est de lui permettre d'explorer, d'essayer de faire des choses par lui-même, le fameux je suis capable tout seul, puis d'être là en soutien pour donner des indices ou des conseils si l'enfant le demande. Donc, offrir ce genre d'environnement-là, ça peut favoriser justement, ça peut faire en sorte que l'enfant va être exposé à des stresseurs tout à fait normaux, puis va pouvoir expérimenter puis être capable de commencer à gérer son stress tranquillement par lui-même. Offrir un environnement le plus possible prévisible. Pardon. Donc, les 4 ingrédients du stress dont je parlais tout à l'heure, chez les tout petits, l'imprévisibilité, c'est quand même un ingrédient qui est très important. Donc, essayer d'avoir, en fait, justement une routine pour les enfants, c'est très important parce qu'ils vont pouvoir savoir à quelle heure. Ils vont toujours s'attendre à ce qui se passe, qu'il y ait le moins comme de surprises possible. Ça peut vraiment aider à vivre moins de stress. Des fois aussi, c'est pas nécessairement au niveau de l'horaire ou de la routine, c'est juste l'humeur des gens dans la famille là, qui côtoient l'enfant. Donc, avoir des parents qui ont une humeur super changeante, ça peut être vraiment déstabilisant puis stressant pour un enfant. Mais en même temps, il n'y a aucun parent parfait, là, ça fait partie de la vie aussi. Mais de juste en être conscient puis d'essayer, du moins de répondre aux besoins de l'enfant avec une certaine constance, ça peut grandement faciliter aussi son bien-être. Puis, comme je disais, de réduire le stress chronique dans la mesure du possible. Mais il ne faut pas tomber non plus dans la surprotection, puis retirer tous les potentiels stresseurs de la vie de l'enfant avant qu'ils se produisent, parce que quand on tombe là-dedans, bien là, on empêche l'enfant de développer sa capacité à gérer son stress, puis ça peut créer beaucoup plus d'anxiété plus tard dans sa vie. Donc, c'est important, comme je disais, d'exposer l'enfant aux stresseurs normaux de la vie et dès son jeune âge, mais de façon contrôlée. Donc, vous savez, en tant que parent, on ne veut pas causer une détresse chez notre enfant, mais en même temps, c'est normal. Il y a des fois des situations plus difficiles, moins agréables qu'il faut affronter. Puis c'est absolument correct que l'enfant apprenne à le faire en ayant votre soutien. Vous pouvez aussi l'aider dans sa gestion du stress. Donc, lorsque vous sentez que l'enfant vit de la détresse ou une émotion forte, puis ça, c'est bon que ça soit du stress ou toute autre émotion, bien, c'est important de reconnaître dans un premier temps qu'il vit l'émotion, puis ensuite de valider l'émotion. Donc, dire, c'est normal que tu ressentes du stress, que tu sois stressé en ce moment, c'est quelque chose d'important pour toi, ou ah, je comprends, c'est vrai que ça peut faire peur le noir. Donc, juste de valider l'émotion, puis de l'aider à nommer l'émotion, parce que surtout chez les tout-petits, ils ne seront pas nécessairement capables de la nommer. C'est même quelque chose qu'on a énormément de difficulté à faire en tant qu'adulte, parfois. Outre dire « je suis content, stressé, en colère », là, c'est trop long, on est bon, mais dans les petites nuances, c'est particulièrement difficile même pour un adulte. Donc, d'aider l'enfant à le nommer, mais de vraiment l'accompagner plutôt que de prendre pour acquis qu'on sait en tant qu'adulte c'est quoi son émotion. Donc, lui poser des questions, puis de lui expliquer que les émotions, de lui décrire les différentes émotions, ça peut aussi beaucoup aider. Puis lorsqu'il vit du stress, bien, on peut expliquer à l'enfant qu'il n'y a pas de contrôle nécessairement sur la situation, sur le stresseur, mais il peut quand même contrôler l'intensité de son stress pour qu'il soit un peu plus tolérable, même si l'objectif, c'est jamais de l'éliminer complètement. Puis vous pouvez proposer aussi des activités justement pour revenir à un niveau de stress tolérable. Donc, ça, il y a plein de stratégies possibles. Dans un premier temps, bien, la respiration bédaine, ça, c'est toujours super efficace. Donc, c'est vraiment de respirer par le ventre. Puis c'est super important d'impliquer le ventre parce que en faisant ça, mais là, je vous explique pour vous en tant qu'adulte, mais le diaphragme, qui est le muscle sous les poumons, c'est la partie de notre corps qui sert à activer le système de frein de la réponse de stress. Donc, on a comme 2 systèmes dans notre corps qui ne peuvent pas fonctionner en même temps. Un qui active la réponse de stress qui est déclenchée par l'amygdale, puis un autre qui freine la réponse de stress, puis souvent elle est déclenchée par le diaphragme.
Donc, c'est pour ça que la respiration bédaine, prendre des grandes respirations en gonflant le ventre au lieu de lever les épaules, ça permet de diminuer du moins l'intensité d'un stress. Puis pour les enfants, ce qu'on peut faire, c'est leur demander de se coucher sur le sol, puis de mettre un objet sur leur ventre, puis de faire lever cet objet-là le plus haut possible. Donc, prendre des longues et profondes respirations comme ça par le ventre à quelques reprises, ça peut instantanément, du moins faire calmer l'intensité d'un stress. Pardon. Je vais prendre une gorgée d'eau. On peut également faire du yoga ou du yoga animaux, qui est souvent apprécié avec les enfants. Donc, je disais tantôt que la réponse de stress, c'est une énorme vague d'énergie que notre corps nous envoie pour pouvoir fuir ou combattre le stresseur. Mais en faisant de l'activité physique, ça nous permet comme de dépenser l'énergie mobilisée qu'on n'a pas utilisée. Donc, par exemple, un enfant qui doit aller chez le dentiste, puis qui est stressé d'aller chez le dentiste, son corps va quand même mobiliser plein d'énergie pour aller chez le dentiste, mais il n'a pas besoin de cette énergie-là. Il ne va pas littéralement s'enfuir en courant, même s'il le souhaiterait des fois, ou combattre le dentiste. Mais ça, c'est pas grave, le cerveau est fait comme ça, donc il produit autant d'énergie pour y faire face. Puis, tant que cette énergie-là reste dans le corps de l'enfant, ben, il va ressentir toutes les manifestations désagréables du stress. Donc, juste n'importe quelle activité physique qui lui permet de dépenser cette énergie-là, c'est une super bonne idée. Ça peut être de jouer au ballon, de courir, de faire des jumping jacks, de danser. C'est pas obligé de durer 30 minutes non plus. Puis souvent, les enfants, c'est ça, ils ont comme instinctivement ce réflexe-là, comme je disais tout à l'heure. Donc, c'est aussi ceux qui vont, des fois, à la garderie ou à l'école, ils vont peut-être déranger un peu celui qui se lève en plein milieu de la classe, souvent 4 fois par jour, ou un enfant qui va shaker de la jambe. Donc, c'est ce genre de manifestation-là aussi. Dans le fond, l'enfant est juste en train d'éliminer les tensions qu'il y a dans son corps, probablement parce qu'il vit un stresseur. Donc, il y a vraiment plusieurs types de choses, de stratégies qui peuvent aider l'enfant à diminuer son stress. Puis, ce qui est important de savoir ici, c'est qu'il n'y a aucune stratégie universelle qui fonctionne pour tous les enfants. Donc, c'est important d'offrir, d'enseigner plusieurs stratégies à l'enfant, puis de le laisser choisir aussi celui qui lui convient le mieux dans la situation. Parce que ça se peut que jouer au ballon, ça lui convienne tous les jours, puis qu'une journée, pour une raison Y ou Z, là, ça ne soit pas suffisant, puis qu'il y ait une autre stratégie qui lui convienne le mieux. Donc, c'est juste de construire son coffre à outils de gestion du stress, puis de lui rappeler quelle stratégie il peut utiliser lorsque ça se produit. Ensuite, on peut nourrir les mindsets positifs de l'enfant par rapport au stress. Donc, vraiment de l'aider à voir le stress sous un angle plus positif, avec une paire de lunettes plus positive, puis de lui rappeler, ben, quand c'est pas du stress chronique, là, quand c'est vraiment comme un stresseur aigu puis passager, de lui rappeler que cette réponse-là que comment il se sent, c'est temporaire, puis que c'est vraiment une façon que son corps a de l'aider à réagir pour à surmonter ces défis-là, plutôt que de l'encourager à avoir peur de son stress puis à l'éviter à tout prix. Donc, même quand on lui donne des stratégies pour être moins stressé, c'est pas de dire: «Ah, mais faut pas que tu sois stressé du tout», mais plutôt: «OK, je comprends, c'est normal, c'est stressant ce que tu vis. Est-ce que tu voudrais faire une petite activité pour que tu puisses mieux tolérer ton stress?» Ensuite de ça, ben, les parents, surtout les caregivers, les personnes qui s'occupent des enfants, ben, on sait, là, les études ont montré que leur stress à eux déborde sur celui des enfants. Donc les enfants, c'est des éponges, sont super sensibles. Puis les enfants qui ont lorsque leur parent est plus stressé, ils vont produire naturellement plus d'hormones de stress parce que c'est aussi leurs parents qui guident un peu leur amygdale à savoir qu'est-ce qui devrait être stressant dans la vie. Donc un parent qui est plus stressé fait en sorte que l'enfant est naturellement plus stressé. Les parents n'arrêteront pas d'être stressés parce que c'est aussi simple et normal, mais juste d'en être conscient parfois, ça peut permettre d'un peu adapter nos réactions ou bien d'être un modèle même de gestion du stress pour son enfant. Dire: «Papa, maman est stressé parce qu'il y a une grosse présentation au travail aujourd'hui, mais c'est correct, je sais que ça va bien se passer, je suis préparée, puis voici ce que je fais pour que mon stress soit plus tolérable pour moi puis qui m'aide à avancer». Donc le parent peut aussi représenter un super beau modèle pour ça. Puis c'est un peu l'analogie, dans l'avion, s'il y a un problème avec l'avion puis que les gaz à oxygène sortent, ben, c'est de mettre son masque d'adulte avant de le mettre sur le visage de l'enfant. Donc c'est un peu le même principe. Pour aider son enfant, on peut commencer aussi par gérer notre propre stress, puis ça va déjà avoir fait une bonne partie, de la job. Puis finalement, ben, savoir quand demander de l'aide, aller chercher de l'aide au besoin. Donc vraiment lorsque l'anxiété de l'enfant dure
C'est vraiment, alors c'est pas passager, c'est répétitif, ça fait une longue période de temps, vous voyez un changement au niveau soit des comportements, de l'humeur ou de l'attitude de l'enfant, ou que ça nuit au fonctionnement de la famille. Par exemple, ça fait des semaines qu'on dort pas, puis c'est pas normal à cet âge-là. Donc, tout ça, c'est des signaux qui peuvent indiquer que ça peut être un bon moment pour aller chercher de l'aide. Puis, le parent ou le caregiver de l'enfant est la meilleure personne pour détecter ces signaux-là parce que c'est lui vraiment qui connaît l'enfant puis qui peut savoir si ça représente un changement. Donc, à retenir en terminant, le stress et l'anxiété qui sont passagers, sont normaux et sains. Puis, n'importe quelle situation pour l'enfant qui représente un des 4 ingrédients du stress, donc manque de contrôle, imprévisibilité, nouveauté et ego menacé, peuvent être stressantes. Donc, portez attention à ces situations-là. Puis, si elles sont présentes dans la vie de votre enfant, c'est normal qu'il soit stressé. Et à la petite enfance, ben, l'enfant repose principalement sur le caregiver pour gérer son stress. Donc, à ce moment-là, un parent peut aussi être un énorme facteur de protection par rapport au stress de son enfant. Puis très rapidement, là, je vais vous mettre quelques ressources. Les liens vont être disponibles aussi sous la vidéo qui va être diffusée sur YouTube par la suite. Mais en fait, il y a ma directrice de thèse, Sonia Lupien, qui a écrit un livre spécifiquement sur le stress, puis la relation entre le stress du parent et celui de l'enfant. Donc, c'est tout ce dont j'ai parlé et plus encore qui est écrit de façon vulgarisée dans son livre. Pas parce que c'est ma directrice que j'en fais la publicité, mais parce que c'est vraiment bien écrit puis il est super utile, je trouve. Sur le site de mon laboratoire, le Centre d'études sur le stress humain, on a aussi une panoplie de ressources vulgarisées qui peuvent être consultées tant par les parents que les professionnels de la santé mentale. On a aussi le Mammouth Magazine, qui est comme une revue qu'on sort 2 fois par année sur un sujet en lien avec le stress. Puis les numéros que je vous ai mis à l'écran, là, c'est tous des numéros qui pourraient aussi être utiles, qui touchent de près ou de loin à ce dont on a parlé aujourd'hui. J'ai développé les capsules vidéo Surf ton stress. Ça, c'est plus pour les adolescents, pour les aider à voir le stress plus positivement. Mais j'ai énormément d'adultes aussi qui les ont regardées puis qui m'ont dit que ça les a beaucoup aidés au quotidien. Donc, je la laisse ici. Puis, on a créé des bandes dessinées, Mon stress et moi, qui sont des PDF téléchargeables gratuitement, qui expliquent aux plus petits, donc je dirais fin garderie, début entrée à l'école. Donc, c'est quoi le stress? C'est quoi le coffre à outils de gestion du stress? C'est vraiment sympathique. Là. Le stress, c'est le petit bonhomme en noir que vous voyez là qui prend toute la place, mais qu'on peut justement aider à mettre en tout petit sur notre épaule pour pouvoir avancer puis continuer à aller à l'école ou à la garderie puis que ça se passe mieux. Donc, voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Puis, je peux prendre, ça va me faire plaisir de répondre à toutes vos questions du mieux que je peux. J'ai arrêté de partager. Eh ben, merci beaucoup, Audrey-Anne, c'était très intéressant. En attendant, on a reçu une question de Audrey qui s'absente pendant plusieurs jours pour la première fois hors de la maison. Elle est stressée à l'avance alors je suis certaine que sur l'impact que ça va avoir sur ses jumeaux qui ont donc 21 mois. Elle va leur expliquer, leur parler avant le départ, mais est-ce que tu aurais des idées clés pour gérer la situation? Oui, ben en fait, l'idée, c'est vraiment d'essayer le plus possible de maintenir quand même une routine au quotidien qui est prévisible ou qui était peut-être la même ou similaire à lorsque vous êtes présente. Donc, j'imagine, ben, en fait, je suis certaine que d'autres personnes super bien attentionnées et bienveillantes vont prendre soin des jumeaux. Mais si ces personnes-là sont capables justement de maintenir cet horaire ou cette routine-là, ça peut vraiment diminuer le stress, en fait, parce que s'ils se retrouvent dans un environnement similaire ou si ça peut être des objets, leur doudou, par exemple, juste essayer d'avoir le plus d'éléments possible là, qui est similaire à lorsque vous êtes présente. Je pense que ça peut beaucoup aider. C'est sûr que ça va être stressant. Mais ça, c'est inévitable, mais aussi, je suis certaine que les personnes qui en prennent soin vont être capables de gérer ça. Puis, c'est rarement, dans ces situations-là, ça dure rarement là, toute la durée de votre séjour. Là. Peut-être que ça va être difficile la première, la deuxième journée, puis après, les enfants ont quand même une grande capacité d'adaptation. Donc, je pense que ça va quand même bien se passer. Merci beaucoup, Audrey-Anne. J'avais une petite question. Donc, on en a touché un petit peu pendant le webinaire du fait que la santé mentale et la capacité des parents ou en tout cas des aidants à gérer leur stress était très important parce que les enfants sont des éponges.
Est-ce que tu as des conseils pour les parents, et les proches aidants sur comment, pouvoir gérer le stress? Peut-être comment aussi pouvoir un peu le «cacher» entre guillemets aux enfants? Je sais pas si c'est un bon terme vraiment à utiliser ou pas, mais voilà, comment est-ce qu'en fait on peut essayer de les protéger de son propre stress? Parce que bon, évidemment, on a tous une tolérance au stress qui est différente, mais dans la société dans laquelle on vit, à l'heure actuelle, on est quand même soumis à pas mal de stress. Donc est-ce que tu as des Oui. idées pour ça? Mais oui, c'est sûr que du stress, on va toujours en vivre. Puis justement, tu sais, sans, comme je disais tantôt, mais sans le cacher, de le reconnaître, c'est déjà une bonne partie parce que j'ai un enfant qui voit son parent stressé sans nécessairement comprendre, mais là, ça peut causer justement encore plus de détresse. Et donc, simplement, ben, quand c'est des stresseurs importants, là, tu sais, de le reconnaître, comme je disais tout à l'heure. Puis sinon, c'est pour diminuer leur intensité pour qu'elle affecte moins un peu nos enfants. Ben, c'est les mêmes trucs, si vous allez me trouver plate, là, mais il y a comme pas de recette magique, tu sais, c'est vraiment de comprendre c'est quoi notre stresseur. Après ça, pour diminuer l'intensité, là, tu sais, avant de rentrer à la maison, par exemple, qu'on vient du travail, puis là, on est super chargé, super stressé parce qu'il s'est passé plein de choses, mais c'est peut-être de prendre un moment dans la voiture pour faire des grandes respirations, justement. Ce qu'on peut se permettre de faire dans la voiture aussi, qu'on peut pas partout. Moi, puis ce que j'aime bien faire, c'est de littéralement fermer les fenêtres et crier dans ma voiture. Ouais, on peut mettre de la musique comme ça va cacher nos cris, mais ça libère comme une partie de la tension qu'on a accumulée au courant de la journée, toute cette énergie que notre corps a produite pour nous aider. Donc, tu sais, c'est des petits trucs comme ça rapides qu'on peut mettre en place avant d'entrer en interaction ou de retourner là, en présence de nos enfants. Juste du moins pour s'assurer qu'on est un peu moins envahi par le stress, puis plus disponible pour répondre à ses besoins. Parce que c'est pas parce qu'on est stressé qu'on sera pas capable de répondre aux besoins de l'enfant, puis que ça va être négatif pour lui. C'est lorsque ça l'envahit, puis que ça nous empêche complètement de répondre à leurs besoins. Donc voilà, j'ai parlé de crier, de prendre des grandes respirations, d'activité physique. Donc, c'est ça, c'est vraiment les mêmes stresseurs de la méditation aussi, tu sais, revenir dans le moment présent. Donc, il y a pas de recette magique, c'est de trouver les trucs qui fonctionnent pour le mieux au quotidien dans nos différentes situations. Dernière question aussi qu'on a reçue, c'est on parlait du fait que être soumis à du stress et de l'anxiété pouvait avoir des côtés positifs pour les enfants. Est-ce qu'il y a Est-ce que tu as des techniques ou entre guillemets des stresseurs, auxquels tu penses que c'est bon de, entre guillemets, «soumettre» les enfants? Par exemple, quand je parle, imaginons, j'imagine de laisser l'enfant, voilà, partir à la découverte de quelque chose, de le mettre en fait un petit peu en position presque un peu de difficulté. Est-ce qu'il y a des moyens comme ça pour préparer les enfants en fait à pouvoir Mhm. réagir au mieux au stress? Mais j'ai l'impression que c'est vraiment des situations qui vont se produire naturellement juste de par nos activités puis notre mode de vie. Donc, sans nécessairement provoquer des situations stressantes, c'est que lorsqu'il y en a une qui survient, de juste laisser un peu d'espace à l'enfant pour l'expérimenter avant de faire un pas devant puis de vouloir comme le sortir de la situation, juste pour voir comment il va se comporter puis de l'aider à gérer la situation ensuite. J'ai oublié de le mentionner dans la présentation, mais tu sais, des stresseurs, ça peut être des événements de vie heureux aussi, là. Justement, la naissance d'un frère ou d'une sœur, le mariage des parents, tu sais, rencontrer des nouveaux amis. Donc, c'est des vacances. Des vacances, c'est super heureux comme événement, mais ça peut être super stressant. C'est un nouvel environnement, on sait pas ce qui va se passer. Donc, il y a comme c'est des stresseurs, c'est pas nécessairement négatif en soi. Puis c'est pour ça que de juste laisser l'enfant comme vivre ce qui arrive normalement dans une vie d'enfant, mais sans faire exprès pour qu'il y en ait trop. Je sais pas si c'est clair là, ma réponse, mais c'est de juste d'essayer de chercher un équilibre là-dedans, en fait. Donc, quand il y a quelque chose qui arrive, qui est inévitable, de rester proche de l'enfant, mais de le laisser un peu l'expérimenter. Puis après ça, ben, d'essayer d'éviter le plus possible les stresseurs qui sont pas utiles, puis quand on voit que ça va être comme trop important pour ce que notre enfant est capable de tolérer, surtout en bas âge, là, évidemment qu'on peut intervenir, mais c'est de trouver le juste équilibre entre les deux, je dirais, pour qu'il puisse développer sa résistance au stress puis ses stratégies de gestion du stress. Oui, je pense que comme tu l'as mentionné un peu plus tôt dans la présentation, il y a
potentiellement des personnes qui vont avoir des traits anxieux plus affirmés que d'autres, donc en fonction potentiellement de l'enfant, de son caractère, être capable aussi de juger par rapport à ça. Oui, puis si tu me permets vraiment rapidement, là, tu sais, les troubles anxieux qui vont se développer souvent plus tard dans la vie, là, c'est souvent autour de l'âge de 10, 12 ans, même 14 ans. Mais un des plus grands prédicteurs, c'est la peur de vivre de l'anxiété, ce qu'on appelle dans notre jargon de la sensibilité à l'anxiété. Donc, un enfant qui développe de la crainte de vivre de l'anxiété va avoir plus de chances de développer un trouble anxieux plus tard. Donc, c'est pour ça aussi que je trouve que c'est important de vraiment faire les nuances puis d'envoyer le signal à l'enfant que si c'est adapté à la situation, donc au stresseur, de vivre du stress et de l'anxiété, c'est correct. À très bientôt tout le monde. Bonne soirée.